Pouvez-vous nous transmettre les pièces justificatives relatives donc à cette voiture, s'il vous plaît? Lui, c'est Alexandre, auditeur financier. Sa mission ? Vérifier l'information. Bonjour Alexandre, dans le cadre de votre mission de commissaire aux comptes. Mais avant lui, il y a Élie, comptable. C'est lui qui l'a produite. Un solde de 20 millions de francs CFA va les opposer. Bienvenue sur terrain, audit. Dans une entreprise, chaque jour, il y a des opérations financières, comme acheter une voiture, payer les salaires ou bien recevoir de l'argent de la part d'un client. Si on ne note rien, comment savoir ce que l'on a fait, combien on a dépensé ou à qui on doit de l'argent? Mon travail, c'est donc d'enregistrer chaque opération, pas que. Réduire le comptable à un enregistreur, c'est passer à côté de l'essentiel. Son vrai rôle ? Traduire l'activité économique en données exploitables. Il ne fait pas que compiler des chiffres. Il produit la carte financière qui permet aux dirigeants de naviguer et de prendre les bonnes décisions. Pour ça, nous suivons des règles très strictes ici en Afrique de l'Ouest, dictées par le Cisco ADA. Pour garantir que tout le monde parle le même langage, la comptabilité s'appuie sur ce qu'on appelle un référentiel. C'est un ensemble de règles, un peu comme un dictionnaire, que toutes les entreprises d'une même zone doivent nous suivre. En France, par exemple, on utilise le PCG, le plan comptable général. Aux États-Unis, ce sont les US GAAP. Et ici en Afrique de l'Ouest, dans les 17 pays de l'espace OHADA, le référentiel obligatoire est le Cisco ADA, Système comptable OHADA. Son but est d'harmoniser les pratiques pour faciliter les investissements et garantir la transparence. Et au niveau mondial, le langage qui tend à devenir universel, surtout pour les grands groupes cotés en bourse, ce sont les normes IFRS. En français, les normes internationales d'information financière. Retenez simplement ceci, un comptable ne travaille jamais sans son dictionnaire. Ce dictionnaire, c'est son référentiel. Bien, il faut savoir une chose, la comptabilité n'est pas un choix, c'est une obligation légale et elle sert à beaucoup d'autres fonctions, comme par exemple la finance pour des analyses financières, le contrôle de gestion pour piloter l'activité ou encore la fiscalité. Et toutes ces fonctions viennent donc chercher des informations dans la comptabilité. Bien, je vous montre plus en détail, suivez-moi. Concrètement, comment ça se passe? Nous sommes l'entreprise TFA Sarl et aujourd'hui, par exemple, notre but c'est d'acheter une voiture à 20 millions de francs CFA. Alors, en tant que comptable, la toute première chose que l'on va faire, c'est tout d'abord d'obtenir les pièces justificatives. Qu'est-ce que c'est? En réalité, ce sont des moyens de preuve. Ces moyens de preuve peuvent être des factures, des relevés bancaires, des chèques qui attestent que j'ai vraiment acheté la voiture. Et donc, cette pièce justificative, je vais donc la classer. Ça concerne par exemple ici le cycle des immobilisations. Et puis, dans un logiciel, je vais l'enregistrer. Et donc, c'est un petit peu comme ça que l'on procède en tant que comptable. Élie nous a montré le moteur, la mécanique interne de la comptabilité. Mais tout ce travail aboutit à une seule chose, la création des états financiers annuels. En plus d'être les documents officiels qui retracent l'histoire de l'entreprise, ces documents de synthèse sont surtout obligatoires pour la plupart des entreprises. C'est la loi, et cette histoire n'est pas écrite uniquement pour l'entreprise ou son dirigeant. Elle l'est aussi pour les parties prenantes, la banque, les investisseurs ou encore l'État. Tout repose sur la confiance que ces acteurs accordent aux états financiers. Prenons des exemples concrets, avec les documents officiels de l'espace OHADA. D'abord le bilan. C'est la photo du patrimoine de l'entreprise. Regardez, on y retrouve bien notre fil rouge dans la ligne matériel de transport, pour sa valeur de 20 millions de francs CFA, le compte de résultat. C'est le film de la performance économique de l'année. Regardez, ce film nous raconte que l'entreprise a vendu pour 5 millions de francs CFA de marchandises, on va dire des pagnes faits par maman, et qu'elle en a acheté pour 2,5 millions de francs CFA, du tissu pour fabriquer encore plus de pagnes. C'est donc l'histoire de sa rentabilité. Maintenant, la touche de l'expert. Pour vraiment comprendre l'histoire, on ne peut pas se contenter du bilan et du compte de résultat. Il faut plonger dans le mode d'emploi, les notes annexes. Regardez cette note 11 qui détaille la trésorerie de l'entreprise pour l'exercice 2024. C'est ici que l'on voit la vraie santé financière. On voit qu'en 2023, l'entreprise avait 22 millions de francs CFA en banque.
Fin 2024, elle a 35 millions de francs CFA. L'argent est rentré. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Sadjo, pareil pour l'argent liquide, en caisse. On est passé de 500 000 francs à 800 000 francs. Mais un bon analyste ne se contente jamais du chiffre. Il lit les commentaires. Et ici, la note précise que les comptes en banque ont été confirmés directement par les banques elles-mêmes et que la caisse a fait l'objet d'un comptage physique. C'est ça, la puissance des notes annexes. Elles ne donnent pas seulement un chiffre, elles donnent le niveau de confiance qu'on peut lui accorder. Elles nous disent non seulement combien, mais aussi comment on le sait. Attendez, Ellie construit l'histoire de l'entreprise, mais rien ne me dit que son histoire est vraie au final. Ça se trouve, maman n'a jamais acheté pour 5 millions de pagnes. Place à Alexandre. Merci infiniment Caroline et Ellie pour cette belle présentation. Maintenant, passons à l'audit financier. Qu'est-ce que l'audit financier? Bien, tout d'abord, le quoi. Il faut comprendre que sans comptabilité, eh bien, il n'y a pas d'audit financier. Car là où le travail d'Ellie s'arrête, eh bien, c'est là où le mien commence. Ces documents de synthèse, ces états financiers, Ellie a produit l'information financière. Mais comment savoir que cette information financière est vraie? C'est donc un peu ça, mon métier. Bien, passons au pourquoi. Tout d'abord, le pourquoi de l'audit financier. La confiance. La confiance apportée aux parties prenantes. Eh bien, admettons que vous soyez un investisseur et que vous décidiez donc d'injecter 40 millions de francs CFA dans l'entreprise TFA Sal. Eh bien, cette entreprise, vous allez tout d'abord prendre ses états financiers, ses documents de synthèse, mais eh bien, vous allez chercher à savoir si elle est rentable, si vous pouvez en dégager un potentiel bénéfice. Mais cette information qu'Ellie a produite, comment savoir si elle est vraie? Comment savoir si cette voiture achetée à 20 millions a vraiment coûté 20 millions? C'est donc ça. Rassurez donc les parties prenantes de la sincérité, la régularité et la fiabilité donc de ces états financiers. C'est pour ça donc que dans un deuxième point, nous ne pouvons être en réalité juge et partie à la fois. Ellie a produit l'information financière et donc il ne peut la contrôler, il ne peut la vérifier et attester que c'est vrai. C'est donc pour ça que l'on existe. Prenons un exemple. Nous partons ensemble acheter dans un magasin un article à hauteur de 8 000 francs CFA. Je reviens vers vous et je vous dis que j'ai acheté l'article. Eh bien, j'ai 2 000 francs de monnaie. Est-ce que vous allez me croire? Eh bien, vous vérifiez dans ma poche. Eh bien non, j'ai 5 000 francs. Qu'ai-je acheté? Qu'ai-je fait avec cet argent? Eh bien, seule la facture peut en décider. C'est donc ça. Non, dans un troisième temps, il faut prendre en considération que l'audit financier est une profession réglementée. On ne fait pas l'audit financier comme l'on veut. Nous nous basons sur ce qu'on appelle des normes ISA, International Standard on Auditing, les normes internationales d'audit. Eh bien, ces normes internationales d'audit dictent en réalité notre profession. Et ces normes sont universelles. Le langage mondial de l'audit. Les mêmes principes s'appliquent en Chine, Australie, Côte d'Ivoire ou même en France. Comment nous devons faire nos travaux, comment nous devons nous comporter, notre éthique, notre déontologie. Eh bien, justement, nous avons ici trois piliers de la profession. Tout d'abord, l'indépendance que vous pouvez retrouver dans les normes 200 et 220. L'indépendance nous dit quoi? Imaginons que j'ai un lien avec Ellie et l'entreprise TFA Sal, je connais le dirigeant, j'apprécie énormément le dirigeant. Maintenant, vu que je suis censé attester de la fiabilité de ces informations financières, qui ne nous dit pas qu'en réalité, je me suis entendu avec Ellie pour dire que cette voiture coûtait vraiment 20 millions de francs CFA, alors qu'en réalité, elle n'a coûté que 2 millions. C'est donc ça, l'audit financier. C'est pour ça que nous passons au deuxième point, le scepticisme professionnel que vous pourrez retrouver dans la norme 200. Le scepticisme professionnel ne nous dit pas que nous devons appliquer une méfiance. Nous ne devons pas être des policiers ou des grands méchants loups envers Ellie, mais nous devons simplement, en tant qu'auditeur financier indépendant, appliquer une rigueur, nous demander si les informations présentes dans ces documents de synthèse, ces états financiers, sont vérifiables. Est-ce que aussi nous avons tout mis en œuvre pour faire en sorte que ces informations reflètent la réalité? Est-ce que nous avons tout appliqué? Est-ce que dans la conduite que nous dictent les normes ISA, nous avons tout mis en œuvre justement pour vérifier que ces états financiers sont véritables et sincères? C'est donc un peu ça l'audit financier. Et nous passons donc au troisième point qui est la significativité que vous pouvez retrouver dans la norme 320. Eh bien, la significativité nous dit ceci. Ce n'est pas parce que l'entreprise a des éléments dans ses états financiers que nous allons tout vérifier. Imaginons une entreprise qui a 200 voitures. Comment vous pouvez vérifier de l'exhaustivité la réalité
disons, de ces 200 voitures. Ce serait impossible. C'est pour ça que, en tant qu'auditeur financier, on se base sur ce qu'on appelle la significativité. Nous allons prendre en considération les éléments où il peut y avoir ce qu'on appelle des anomalies significatives. Nous allons baser nos travaux uniquement sur les informations financières qui présentent des gros risques en termes d'anomalies, d'omissions, potentiellement de fraude. C'est donc ça la significativité tout simplement. Bien, où est-ce qu'on fait de l'audit financier dans un cabinet d'audit? Eh bien, il faut comprendre aussi que moi, je travaille dans le cabinet qui s'appelle... Alexandre. Et oh, faut pas le dire ça. Oups, pardon. Secret professionnel. Pourquoi vous vous souvenez du point de l'indépendance? Eh bien, justement, nous devons être indépendants. C'est pour ça qu'on fait ça dans un cabinet d'audit. Si je faisais ça en entreprise, eh bien, est-ce que je serais vraiment indépendant avec Ellie? Eh bien, non. C'est donc ça. Eh bien, l'audit financier fait partie des auditeurs. Eh bien, il existe plusieurs types d'auditeurs. Vous avez des auditeurs IT, internes, ou bien conformité, etc. Mais nous sommes des auditeurs financiers. Maintenant, la question fondamentale que vous posez, c'est comment donc faire de l'audit financier? Comment ça se fait sur la pratique? C'est donc ça que l'on doit voir tout de suite. Suivez-moi. Bien, maintenant, comment fait-on de l'audit financier? Place au terrain. Notre fil directeur, c'est la voiture de 20 millions de francs CFA. Comment savoir si l'entreprise a vraiment acheté cette voiture à 20 millions de francs CFA? Toute mission de commissariat au compte commence par l'analyse des documents comptables de base. Le client nous transmet la balance générale et le grand livre. Ce sont deux documents obligatoires qui synthétisent l'ensemble des opérations de l'exercice comptable. Bonjour Monsieur Elie, je suis Alexandre, auditeur financier du cabinet et je travaille actuellement sur le cycle des immobilisations. Bien, j'ai vu que vous avez acheté une voiture à 20 millions de francs CFA. Pouvez-vous nous transmettre les pièces justificatives relatives donc à cette voiture, s'il vous plaît? D'accord, je te scanne ça tout de suite et je t'envoie par mail. Je vais mettre en copie l'expert aussi. Merci. Vous pouvez me transmettre de plus la carte grise et le contrat d'assurance afféré à cette voiture? Oui, je vais scanner ça tout de suite. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Alexandre, bonne journée à vous et au revoir. La balance générale présente les soldes de tous les comptes. Le grand livre, lui, détaille l'ensemble des écritures passées dans chacun de ces comptes. En examinant ces pièces, on repère rapidement certains points à clarifier. Par exemple, ici, on constate que l'achat d'un véhicule a été comptabilisé dans le compte 20 et 1, logiciel. Or, il s'agit d'un bien matériel qui devrait, selon le plan comptable, être enregistré dans le compte 245, matériel de transport. C'est ce qu'on appelle une anomalie d'imputation. L'opération a été comptabilisée, mais dans le mauvais compte. La première intervention d'Alexandre ne portera donc pas sur une suspicion de fraude, ni sur un jugement de valeur. Il ne s'agit pas de faire un reproche à Ellie, mais simplement de relever un écart par rapport aux règles comptables applicables. Notre rôle n'est pas de surveiller les personnes, mais de s'assurer que les informations financières sont fiables, en vérifiant leur conformité au référentiel comptable et aux textes en vigueur. En audit, tout part de là, des faits, des règles et une analyse structurée. Ellie reste un professionnel comme tout le monde et peut commettre des erreurs. L'objectif n'est pas de les sanctionner, mais de les identifier et, si besoin, de les corriger. Voilà ce qu'on appelle le terrain, et ce n'est que le début du travail. J'espère que vous avez pu comprendre c'est quoi l'audit et dans la prochaine vidéo, je parlerai justement des étudiants. Votre rentrée 2025-2026 qui approche, eh bien, je suis là pour vous. Jusque là, je vous dis à la prochaine.